Bonjour tout le monde et bienvenue aux participants à ce 21e webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes basé à Washington. Un forum que nous avons lancé en partenariat avec le Réseau international des journalistes pour offrir de l'aide, des opportunités et des ressources aux journalistes francophones du monde entier en cette période de crise sanitaire. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du forum. C'est avec plaisir que je vous retrouve encore ce jeudi et en honneur pour moi de recevoir comme invité de ce webinaire M. Frédéric Fett. Il est le directeur de recherche au laboratoire d'anthropologie sociale du Centre national de recherche scientifique, qui est l'une des institutions de recherche parmi les plus importantes au monde. Il est l'auteur de Les Sentinelles des pandémies paru cette année aux éditions Zone Sensible et du livre Un monde grippé paru aux éditions Flammarion. Monsieur Frédéric est également philosophe et anthropologue. Ses travaux portent sur les risques alimentaires et les crises sanitaires liées aux maladies animales. Et je rappelle également que son enquête de terrain a donné lieu à 2 publications en 2009. Il est aussi lauréat de la Fondation FICEN en 2007 et médaillé de bronze du CNRS. Entre 2014 et 2018, il a dirigé le département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly. Bonjour, Monsieur Frédéric, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Avant de vous donner la parole, il me semble utile de rappeler que 10 mois après l'apparition du coronavirus en Chine, il existe toujours beaucoup de choses que l'on ignore sur la maladie. Et malgré le flot d'informations qui circulent en continu, on ne sait toujours pas quand il faut espérer un retour à la normale. Rien n'est pour le moment. Des médecins avancent l'hypothèse de seconde vague. L'épidémie galope en reconfinement. Et dans un tel contexte, on se demande si la pandémie va-t-elle s'aggraver et s'il y a un espoir de voir disparaître totalement la maladie. À cette question sur la chaîne de télévision BFM TV, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrézy, espère que le virus va être là encore pour un certain temps. Il pense d'ailleurs que l'après-Covid-19 est encore loin et qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus dans une vision moyen et long terme. Un mois après cette déclaration, une nouvelle étude de l'Institute for Health Metrics and Evaluation estime que le nombre de victimes du coronavirus pourrait tripler d'ici 2021. Monsieur Frédéric, véritablement, à quoi faut-il s'entendre en 2021? La touche optimiste, c'est qu'on peut avoir un vaccin en 2021. Donc, on peut imaginer que les essais cliniques qui vont assez vite et qui, pour l'instant, sont plutôt positifs, vont déboucher sur la mise à disposition d'un vaccin au printemps. Et donc, les États pourront acheter ces vaccins. L'OMS devrait pouvoir les mettre à disposition d'un grand nombre d'États. Et on peut espérer que au milieu de l'année 2021, plutôt en septembre, la vaccination commence. Alors, bien sûr, ça va poser des problèmes sur les effets secondaires, sur l'acceptabilité des vaccins auprès des populations, mais ça va considérablement réduire la pression du virus sur les populations. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux l'hypothèse d'une seconde vague? Alors, la seconde vague, on est en train de la voir en Europe, hein. C'est-à-dire que ce virus a quand même des dimensions saisonnières, même si lui-même se transmet quand les températures sont élevées. On l'a vu dans les pays tropicaux. Le fait que pendant les périodes hivernales, les personnes soient davantage dans des espaces fermés favorise la transmission et, et ajoute l'effet du coronavirus à d'autres maladies respiratoires. Donc, il était prévisible qu'il y ait une seconde vague en France, du fait que le virus a circulé à bas bruit pendant l'été et a ressorti en septembre. Il a contaminé les plus jeunes et ensuite les plus âgés. Et maintenant, nous sommes vraiment au cœur de la deuxième vague. C'est pour ça qu'en Europe, nous sommes à nouveau confinés pour essayer d'écraser la courbe de cette deuxième vague. Mais on peut tout à fait imaginer qu'il y a une troisième vague au printemps, puisque après avoir déconfiné, il y aura à nouveau une circulation du virus. Et donc,
la plupart des experts en Europe s'attendent à ce qu'on appelle une politique de stop and go avec des confinements, des déconfinements et des reconfinements. Donc voilà, c'est effectivement, comme beaucoup de virus respiratoires, un virus qui connaît plusieurs vagues. En Afrique, il n'y a pas eu vraiment de confinement à proprement parler, mais est-ce qu'aujourd'hui, le confinement semble être le moyen le plus efficace pour contenir la propagation du virus? Le confinement est une mesure, brutale et coûteuse, hein, donc elle s'impose, quand, on a trop laissé le virus, circuler comme, ça s'est passé dans les pays européens et américains. Les pays asiatiques ont réussi, souvent à le contenir au tout début, par des politiques, très restrictives, des libertés individuelles. Les pays africains, on peut supposer que la jeunesse de la population, peut-être aussi leur, exposition à d'autres, traitements, à un certain nombre de vaccins, aussi l'exposition répétée à plusieurs maladies respiratoires, font que l'effet du virus a été moins grave, que, dans les pays plus vieillissants et aussi plus protégés, comme l'Europe et les États-Unis. Dans une interview au journal Le Monde, vous dites, je cite, qu'on ne peut pas prédire la suite de cette crise sanitaire. Est-ce que finalement cette crise ne défie-t-elle pas la science? Pardon, j'ai pas entendu votre question. Est-ce que Oui, cette crise dans une interview au journal Le Monde, vous dites, je cite, qu'on ne peut pas prédire la suite de cette crise sanitaire. Et ma question, c'est de savoir si finalement la COVID-19 est en train de défier la science. ah, hem, c'est plutôt que l'anticipation des pandémies a été un nouveau mode, d'organisation de la science, depuis les années 90. D'abord autour des attentats, bioterroristes, donc de l'usage militaire des, pathogènes et ensuite, autour des zoonoses, donc des virus qui émergent dans les réservoirs animaux. Il y a eu une réorganisation de l'activité scientifique, justement autour de pathogènes que l'on ne peut pas prévoir, mais dont, on anticipe les conséquences catastrophiques, par des mesures de sentinelle, de simulation, de stockage, de vaccins ou d'antiviraux et effectivement, ça met au défi la science telle qu'elle soit constituée au 19e siècle par la formulation de lois et de modèles, de prévision, des épidémies et de ce point de vue, effectivement, l'activité scientifique se réorganise, pour, suivre, des pathogènes, au plus près, mais en assumant, leur caractère imprévisible puisque ces nouveaux pathogènes, qui émergent régulièrement, ne correspondent à aucun schéma préétabli. On commençait à avoir une connaissance assez précise des virus de grippe, mais on n'a, hem, aucun recul sur les coronavirus, passés des animaux aux humains. Monsieur Frédéric, vous êtes directeur de recherche au sein d'une institution qui est l'une des plus reconnues au monde. Après plus de 10 mois que le COVID-19 est apparu, qu'ont appris les chercheurs au cours de ces derniers mois sur la provenance de ce virus? Parce qu'il y a toujours une incertitude sur la provenance même du coronavirus. Oui, on a su, très vite que ce virus, venait des chauves-souris puisqu'il y avait des, similitudes très grandes entre le virus humain et des virus, collectés sur, les chauves-souris. On ne sait toujours pas quel est, l'animal intermédiaire, puisque, les traces, sur les pangolins ne sont pas suffisamment, fortes pour qu'on puisse, prouver, la transmission comme on l'avait fait pour le SRAS en 2003. On commence à mieux connaître les conditions de transmission entre humains, donc par, non seulement des gouttelettes, mais des aérosols. C'est pour cela que le port du masque, a une certaine, efficacité. On connaît encore mal, la transmission, chez les jeunes. On comprend mal pourquoi, il semble, avoir moins de cas, pathologiques, que les plus âgés. Et on connaît bien aussi maintenant, la réaction des systèmes immunitaires,
qu'on appelle donc la tempête de cytokines, qui est elle-même assez imprévisible puisque, quand vous êtes entre, 30 et 60 ans, et que vous entrez en réanimation, il est très difficile de savoir si vous allez, heu, survivre, à la réaction du système immunitaire, qui dépend vraiment, de l'organisme, de chacun. Donc, il y a effectivement cette tranche 30, 60 ans, qui est encore mal connue dans les réactions au virus. Mais est-ce qu'on sait comment le virus est passé de son hôte animal à l'humain? Est-ce qu'on a des informations sur... Non, on a très peu d'informations. Il y a une enquête, de l'OMS qui va être lancée et il faudra que les autorités chinoises, collaborent avec l'OMS, qu'elles fassent la lumière sur, les recherches menées en laboratoire à Wuhan, puisque c'était quand même un des plus grands centres de recherche, biotechnologique sur, les virus de chauve-souris, qu'on connaisse aussi mieux, ce qui s'est passé autour de ce marché. Donc, l'hypothèse, de d'une échappée de laboratoire n'est pas complètement exclue, même si, l'autre hypothèse, celle, d'une transmission sur un marché aux animaux, reste, la plus forte. En Afrique actuellement, on assiste à l'assouplissement des mesures et les populations ne croient plus vraiment trop à ce virus et on se demande quelle est la dangerosité du Covid-19 si on le compare à d'autres virus mortels comme par exemple le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV. Alors c'est un virus qui tue, entre 0,5 et 1 des personnes infectées. Donc pour des populations vieillissantes, ça reste une menace importante. C'est surtout un défi, pour les systèmes de santé des pays du Nord, puisque, on essaye de soigner chaque personne qui présente des Ouais, symptômes ouais. et donc actuellement, en Europe, ce sont, des milliers de personnes qui sont en réanimation et donc les systèmes de santé peuvent, s'effondrer. Donc on peut tout à fait, accepter de ne pas prendre en charge tous les patients, atteints du Covid, mais ça atteint vraiment les valeurs des systèmes de santé européens et américains. Et Le effectivement, coronavirus a tué. Oui, non, le nombre de oui, allez-y, morts, allez-y. en Europe, heu, reste, acceptable si on le compare à d'autres grandes crises, au cours du XXe siècle. Mais c'est plutôt, tout le débat sur les systèmes de santé, en Europe et aux États-Unis qui montre les fragilités, de nos sociétés et donc on peut comprendre qu'effectivement, l'Afrique, ait d'autres priorités, dans la gestion sanitaire. Et qu'est-ce qui est à revoir au niveau des systèmes de santé, par exemple, en Europe chez vous? Ben, on estime, que le coût d'un patient Covid est de 1 million d'euros. Donc, on voit que, l'investissement pour sauver des vies est très important. Ce sont des systèmes de santé qui se sont mis en place, après la Seconde Guerre mondiale, pour protéger toute la population dans un effort de solidarité. Effectivement, la valeur de la vie humaine, dans les sociétés, européennes et nord-américaines, est peut-être, trop importante par rapport aux menaces, sanitaires, du monde d'aujourd'hui. Ce cours semble être un peu faramineux. Est-ce qu'il est pris en charge totalement par le patient ou l'État subventionne à une certaine hauteur? Oui, c'est effectivement l'État qui prend en charge, le coût de traitement des patients Covid, hein. Donc ça repose sur, la sécurité sociale. C'est pour ça qu'aux États-Unis, l'État se désengage ou au Oui, Brésil de la ouais. gestion du Covid, même si, les systèmes de santé ont les technologies pour, réanimer les personnes. Donc effectivement, c'est tout le débat aujourd'hui sur, le rapport entre la crise sanitaire et la crise économique qui se profile.
Est-ce qu'on sait comment la maladie va évoluer dans les prochains mois? Pour l'instant, il n'y a pas de mutation, donc ça reste assez stable. Le taux de mortalité est lui-même assez stable. Et on voit que le taux de mortalité en réanimation baisse parce que les soignants savent mieux gérer cette maladie. Et donc, on peut effectivement tout à fait imaginer que le virus s'atténue progressivement, que les organismes s'y habituent sans même qu'il y ait besoin du vaccin. Mais pour l'instant, la seule possibilité pour les sociétés européennes d'envisager un retour à la normale, c'est le vaccin. Justement, je voudrais poser une question sur le retour à la normale. Quand est-ce que nous pourrons reprendre nos anciens modes de vie? Quand est-ce qu'il faut vraiment rester un retour à la normale, en fait? Ah, de toute façon, je crois qu'il y aura pas de retour à la normale, c'est la perte de l'innocence, d'un monde, où, les personnes et les marchandises circulaient, très intensément entre les sociétés, entre les continents. Donc, le transport aérien est de toute façon, condamné, pas condamné, mais en tout cas, hem, très endommagé, pour, plusieurs années. Si les frontières s'ouvrent à nouveau, le trafic reprendra très très lentement, et hem et les après le covid, les sociétés auront, moins confiance, dans la possibilité, de circuler librement sans dégâts, et peut-être que ça aura des conséquences aussi, sur, le les impacts écologiques de nos pratiques, hein. Peut-être qu'effectivement, on consommera moins de carburant, peut-être qu'effectivement, on aura des modes de vie plus frugaux, heu, plus austères, pour, anticiper les prochaines pandémies. Aujourd'hui, nous savons la mondialisation est aussi l'un des facteurs de cette transmission. Bientôt, lorsque les frontières vont rouvrir, le transport aérien va reprendre. Mais est-ce que dans un tel contexte, une haute émergence du virus est possible? Oui, tout à fait, on suit très attentivement les virus de moustiques qui, se déplacent, de l'Afrique vers l'Europe, avec le changement climatique. Donc on peut très bien imaginer que d'ici 5 ans, un nouveau virus pandémique, émerge, et donc on ne pourra pas, se permettre, d'avoir des mesures aussi fortes que celles qu'on a appliquées au coronavirus. Mais il y a une question fondamentale. Est-ce qu'on aurait pu prévoir cette pandémie? Non, il était difficile de prévoir un coronavirus, si transmissible, puisque, on avait vu avec le SRAS, un coronavirus qui, produisait des symptômes au bout de 2 jours. Donc on pouvait remonter très rapidement, vers l'origine des foyers. Ici, un virus qui se transmet pendant 2 semaines sans symptômes, c'est vraiment, quelque chose, de tout à fait nouveau. La grippe, c'est 5 jours. Donc on est vraiment, face à un monstre épidémiologique, et c'est vrai on n'a pas bien les moyens, politiques de gérer ces conséquences. Ce qui, autour de ce coronavirus, il y a une grosse incertitude puisque le virus en soi est très complexe. Certains manifestent des symptômes, d'autres ne manifestent pas des symptômes. Certains sont admis en service de réanimation, d'autres pas. Mais qu'est-ce qui explique cette complexité même du coronavirus? C'est vraiment sa nouveauté, et le fait que le système immunitaire n'a pas, de ressources. Donc il peut parfois, absorber, ce nouveau virus, et puis parfois, justement face à sa nouveauté, il peut, se mettre en panique. Donc ça montre, que nos systèmes immunitaires sont adaptés à des virus, qui circulent autour de nous, mais pas à des virus qui viennent, d'espèces si éloignées que les chauves-souris, et en traversant, la planète si rapidement.
Ce webinaire est suivi par environ 2000 journalistes qui sont membres de notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale sur Facebook. Et pour les participants, je vous rappelle également que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo ou dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran. Il y a un participant qui pose la question de savoir, on dit que la nouvelle souche de corona en circulation en Europe actuellement à l'origine du reconfinement serait très dangereuse. Est-ce que cette souche méconnue ne pose pas des problèmes sur la recherche de vaccins en cours dans plusieurs pays? C'est un participant qui pose cette question. Oui, non, pour l'instant, la souche reste assez stable, hein, il n'y a pas une augmentation importante de la mortalité. C'est un virus à ARN double brin, donc il mute beaucoup moins que le virus de grippe. Donc c'est pour ça que le vaccin qui est fabriqué à partir des souches qui sont apparues en Chine au début de l'année restera, on l'espère, adapté pour ce virus l'an prochain. Sur Facebook, il y a un autre participant qui écrit ceci: l'Afrique doit se préparer et attendre le pire, disait l'OMS en tout début de la crise. Mais est-ce que M. Frédéric peut-il nous expliquer cela? Ouais, on a redouté que l'Afrique ayant moins d'infrastructures médicales que les pays européens, ces systèmes médicaux s'effondrent face à l'afflux de patients. Et en fait, on voit qu'en Afrique, euh, les, les- les circulations de personnes ont été ralenties, les personnes âgées sont restées chez elles, et donc les systèmes de santé, à ma connaissance, n'ont pas été submergés, alors que effectivement, en Europe, ça a été le cas. Donc on voit que c'est l'application pour l'Afrique de préoccupations qui sont quand même essentiellement celles des pays du Nord. Et pour les pays africains, que pensez-vous qu'il faudrait peut-être faire pour aplanir la courbe? Alors, je n'ai pas d'informations sur les cas en Afrique récemment, mais je sais que cet été, les mesures de contrôle de l'épidémie ont été coûteuses par rapport à l'hivernage, à la possibilité de se déplacer vers les campagnes pour cultiver la terre. Donc, il faut que les mesures appliquées en Afrique soient compatibles avec le maintien d'une activité économique viable. Heu et hem et je pense qu'effectivement, un message adressé surtout aux personnes plus âgées, hein, plus de 50 ans, qui restent minoritaires, serait sans doute adapté. Ma seconde question, c'est de savoir est-ce que un virus serait, un vaccin, autant pour moi, serait disponible d'ici 2021 et à quel coût? Le coût, on ne peut pas le dire encore. Ça dépend si le brevet est mis à disposition de l'OMS ou s'il est entièrement privatisé. Mais oui, on a toutes les raisons d'espérer qu'au printemps ou à l'été, le vaccin sera disponible. Nous venons d'enregistrer une nouvelle question d'un autre participant. Je lis rapidement la question. Nous savons que la COVID-19 n'a pas de médicaments, mais pourquoi les pays au jour le jour nous disent qu'ils ont des malades qui sont guéris? Par quoi sont-ils guéris? Ouais, on essaie une combinaison de différents médicaments qui permettent de traiter les maladies respiratoires. Il y a notamment un médicament qui a été utilisé pour baisser la réaction inflammatoire. Heu, mais ces médicaments ne permettent pas de bloquer l'entrée du virus dans les cellules, qui serait effectivement le médicament miracle. On a cru que la chloroquine serait ce médicament miracle et ça n'a pas été confirmé. Donc voilà, ce sont des médicaments qui c'est des palliatifs, mais ça n'est pas véritablement des antiviraux. Durant cette crise sanitaire, il y a eu tellement de controverses sur les chiffres
beaucoup de prévisions alarmistes qui n'ont pas eu lieu finalement. Mais est-ce à dire qu'il faut désormais commencer par prendre avec des pincettes ou avec précaution les nouvelles projections sur le coronavirus? Je crois qu'on peut quand même faire confiance à l'OMS et à la coordination des recherches internationales. L'OMS n'a pas la capacité de coordonner les réponses politiques au virus, mais par contre, elle vérifie que les informations données par les virologues du monde entier sont conformes à la propagation de l'épidémie. Donc, personnellement, je fais confiance à cette institution. Je crois qu'effectivement, elle travaille avec des chercheurs du monde entier et que dans un contexte où les États et les réseaux sociaux ont pris beaucoup de pouvoir, je pense qu'il faut effectivement soutenir ce genre d'effort de rationalité au niveau international. Je rappelle à ceux qui nous suivent que M. Frédéric n'a que 20 minutes avec nous et nous sommes déjà presque vers la fin de ce webinaire. Monsieur Frédéric, est-ce qu'il y aurait eu cette immunité collective? Non, l'immunité collective, ça s'atteint en laissant le virus circuler et on a vu, dans les pays européens que si on avait laissé l'immunité collective se faire, au printemps, on aurait 50 000, 100 000 morts. 500 000 morts, pardon. 500 000 morts en Grande-Bretagne ou en France. Donc, ça n'est pas une option acceptable pour des États qui se définissent par la protection de leur population. Donc, ce virus est un vrai défi pour les sociétés vieillissantes comme celle d'Europe et des États-Unis. Je suis assisté au cours de ce webinaire par un journaliste scientifique qui est à Kigali, Mab Touarigman, et il voudrait vous poser une question. Alors, D'accord, la dernière question alors. Oui, juste, c'est la dernière question. Juste, quand on parle médicaments miracles, on peut aussi parler vaccin. Alors, face à une épidémie de Covid qui n'en finit pas, bien sûr, un vaccin apparaît désormais beaucoup comme le meilleur sport de stopper le virus. Alors, en quoi peut-on s'attendre en 2021 quand on ignore si un vaccin contre la Covid existera-t-il au regard justement d'une course au vaccin contre le Covid en cours? Qu'en Oui, pensez-vous? non, tout ce que je lis sur les protocoles de fabrication de vaccins montre que ça avance, qu'il devrait être disponible au printemps et que les négociations ont commencé pour que l'OMS assure sa distribution aux pays du monde entier. Les pays prioritaires seront effectivement les pays où le coronavirus menace les populations les plus âgées, mais ensuite, on peut espérer que toutes les populations humaines seront immunisées, notamment par une vaccination des plus jeunes. C'est ce à quoi travaille notamment l'Institut Pasteur en France. Alors, Alors, ok. non, allez-y, monsieur Mab. Si vous permettez, justement, il y a un participant qui a posé une question presque similaire parce qu'il dit qu'il me semble que l'immunité humaine permet de résister au virus. Est-ce que l'on ne peut pas prescrire un régime alimentaire aux malades, aux maladies ou bien aux malades? Non, pour l'instant, je ne connais pas d'impact de régime alimentaire sur le virus. Ça n'est pas fait l'objet de protocoles scientifiques. Mais effectivement, l'immunité suppose de garder un régime alimentaire équilibré. À votre avis, dites-nous, monsieur Frédéric, comment vous pensez que les journalistes peuvent mieux expliquer cette pandémie aux lecteurs pour qu'ils puissent le comprendre? On a l'impression que beaucoup ne comprennent toujours pas cette crise, cette pandémie. Comment mieux l'expliquer, à votre avis, aux lecteurs qui lisent nos journaux? Oui, je pense qu'il faut effectivement se tenir au courant des recherches scientifiques, mais il faut aussi être lucide sur les relations géopolitiques, stratégiques entre les États en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique. Il y a effectivement des, des logiques géopolitiques qui sont en jeu dans la réaction à ce virus, dont les caractéristiques mettent à l'épreuve la différence entre les populations. Auriez-vous quelque chose d'autre à ajouter?
Non, je vous remercie pour ces questions, c'était très intéressant. Merci à tous les participants qui ont participé, qui nous ont suivis au cours de ce webinaire. Je rappelle que les discussions continuent dans le forum et la semaine prochaine, nous aurons une formation sur comment faire les podcasts. Et aujourd'hui, c'est notre 21e webinaire depuis environ 5 mois que nous avons commencé par offrir des ressources utiles aux journalistes pour une couverture qualitative de la pandémie. Nous avons également lancé un petit sondage, une petite enquête. Mon collègue Emma a envoyé le lien dans la boîte de discussion. Il s'agit de le remplir pour nous permettre de savoir si ce webinaire vous a été utile. Est-ce que vous avez bien évidemment des recommandations pour nous permettre d'améliorer nos prochaines offres, d'améliorer les prochaines thématiques afin de répondre aux aspirations et aux attentes des journalistes francophones du monde entier. Nous allons nous retrouver encore le jeudi prochain. Merci à ceux qui nous suivent, ceux qui nous ont suivis sur Facebook et via l'application Zoom. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric, de nous avoir accordé de votre temps, pour votre disponibilité surtout. Nous vous souhaitons une très belle soirée et bien de choses à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.